Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Ce soir à la rédaction et en compagnie de Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal TV de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors hier soir, dans début de soirée, un Kwassa a chaviré et le dernier bilan fait aujourd'hui état de 3 morts, 9 rescapés et 19 personnes portées disparues. Les précisions avec vous dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 28 septembre. Le bilan est une nouvelle fois très lourd après le naufrage d'un Kwassa cette nuit. Le drame de l'immigration clandestine a une nouvelle fois frappé. Plus de 15 personnes sont toujours portées disparues, tandis que les recherches devraient reprendre demain. Les explications dans votre journal. À la veille de la clause de revoyure qui se tiendra à Paris, des agents de la fonction publique territoriale se sont réunis ce matin à l'appel du syndicat CFDT. Une manière de se mettre en ordre de marche, en anticipant d'éventuelles désillusions. Ce week-end, le trophée des champions de handball s'est tenu à Chungui. Une grande fête pour ce sport réunissant les meilleures équipes masculines et féminines du département. Reportage à la fin de cette édition. Le drame s'est produit cette nuit à l'est de Petite-Terre. Un Kwassa transportant 8 hommes, 15 femmes et 8 enfants a chaviré. Ce sont 2 pêcheurs qui ont donné l'alerte ce matin après avoir croisé en mer un homme accroché à un jerrycan d'essence. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont conduit le naufragé à l'hôpital. Des recherches ont eu lieu toute la journée. Le bilan provisoire fait état de 3 morts, 9 rescapés et 19 disparus. Plus d'explications avec Shakila Youssouf et Fred Souleymana. C'est en pleurs que cette dame témoigne. Réveillée par son enfant, elle réalise qu'un Kwassa a coulé, faisant de nouvelles victimes. En voyant l'embarcation arriver devant chez elle, cette femme perd pied et se demande si des personnes de sa famille s'y trouvent. Elle crie alors son désespoir en s'adressant aux hommes politiques des Comores. le mashaka rijere lambar shubhunu maurete na reja unu tambu mashaka karspera unu rajire nyumbari bune majir tsar live karna hazi deri fanyo berstumene bamta pare mtu mauve au kasuve ajautile wana usheledi. Le Kwassa a chaviré dans la nuit, faisant plusieurs victimes. Abdallah Issoufi, président des pêcheurs de Petite-Terre, a lancé l'appel au secours maritime. Il tente de nous expliquer la version des faits qu'il tient du premier rescapé et des pêcheurs qui l'ont secouru. Tsihirina service maritime, Tswajidza wa hiri nzia za lazima nsifanisha helikopteri tolwa rafika na wao vanzoni waka wande wa wapara videti iliorenga mtu akaparana na umo. Wo mtu wajaraleza mbana wakavingi videti ula nzwanu ujahunu uja videti ngine je watsanganisia wajadza waka antu 24 waye mtu mmoja la parana ripa mwatsikia ho manataka na shuka ho parana wantu wanne wafa wanatsana wantu wabole. Les recherches se sont poursuivies toute la nuit, mais plus de 15 personnes sont encore portées disparues, d'autant plus que ce Kwassa n'était probablement pas seul à naviguer. Videti moja leo hana ile moyaona wabo mteona wabo ile de videti ya vidi ashiha ulozi huni ya rora tena janayo na watu wa ulozi washiba hunu petiteri be wavuku rikia na aparhana arongo ambana vukavja videti je wapara iwazia wabo ambana wakvolwa koliwa lazima no waveyo hama ujo uzia yao na videti ya vahidza midzo mengi yawe yansoka mu vyaduja videti ya vira uju vyaduja dujalo kawashinda walivitsa wapuha bani wantu handa ujapuha wailera apuha azingaria kamwe. Le drame de l'immigration ne cesse de faire des victimes. Ce Kwassa transporté à son bord 24 passagers. À l'heure actuelle, une seule personne aurait survécu. Un grand Comoréen âgé d'une trentaine d'années qui se serait accroché à cette jerrycan d'eau et qui aurait été secouru par un pêcheur en plein océan. Actuellement, encore une vingtaine de personnes sont portées disparues, probablement emportées par un lagon toujours plus meurtrier. Alors Pierre, on le voit dans le reportage, un nouveau drame de l'immigration clandestine.
Oui, effectivement, un nouveau drame. Alors, ce qui est frappant surtout, c'est que là, il y a des pêcheurs qui les ont secourus, mais si ça n'avait pas été le cas, si les pêcheurs ne les avaient pas trouvés, on n'en parlerait sûrement pas, puisque les drames, c'est quotidien. Les drames de l'immigration clandestine, les naufrages de Kwassa. Là, ça fait la une de tous les médias, mais ce n'est pas nouveau, ça continue. Que font les autorités? Voilà, on est toujours face à ce même bilan. Ces drames, on le voit, cette femme en pleurs. Qui a peur qu'il y ait de sa famille, des gens qu'elle attendait peut-être, qui allaient arriver. Alors en plus, il y a un autre Kwassa qui serait impliqué, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il en est pour le moment. Il y a eu des recherches toute la journée jusqu'à 18h. Nous n'avons pas plus d'informations. Donc ce matin, Shakila nous parlait d'un seul rescapé. Il y en aurait plus, il y en aurait 9, avec 19 portés disparus et 3 personnes décédées. Alors on a vu il y a quelques jours, on parlait de cette inauguration du nouveau CRA. Quelle est la réaction des autorités après ce drame ? Écoutez, en tout cas, on voit que ça a beaucoup choqué aujourd'hui, puisque le ministère de l'Intérieur semble s'intéresser à ce naufrage en particulier. Mais bon, c'est pas nouveau. Effectivement, il y a un nouveau centre de rétention administrative, mais là, on est dans l'après, c'est en amont que le travail doit être fait. Alors avec les Comores, on le voit, elle lance un appel aussi aux représentants politiques de l'Union des Comores. Il faut vraiment qu'un travail soit fait et rapidement, puisque ce sont des milliers de personnes qui meurent dans le lagon chaque année, et ça continue. Mayotte reste un Eldorado pour une grande partie de la population comorienne, et lorsqu'on voit dans quelles conditions ils vivent ici, l'accueil et voilà, et les problèmes qui sont liés à cette surpopulation, il faut vraiment que ce sujet soit réglé et qu'il y ait quelque chose de fait, que les autorités se penchent là-dessus de manière drastique. Il faut vraiment qu'il y ait des mesures qui soient prises là, dès demain. Parce que on le voit là, c'est un naufrage, mais combien il y en a eu déjà des naufrages ? Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et depuis vendredi, les agents du centre pénitentiaire sont en colère et ont décidé de débrayer. En effet, l'établissement est devenu un centre pénitentiaire, ce qui de fait modifie le statut des personnels. Mais devant le refus de l'administration centrale d'appliquer le dispositif de droit commun prévu à cet effet, les fonctionnaires ont cessé le travail. En découvrant le piquet de grève, le directeur a refusé tout dialogue. Pour l'heure donc, aucune négociation n'a été entamée. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. 12 000 €, c'est le montant de la prime de restructuration réclamée par les surveillants de la prison de Majicavo. Après le débrayage de vendredi, les agents ont une nouvelle fois décidé de clamer leur mécontentement quant à leur statut. Justement, par rapport à la prime de restructuration de la maison d'arrêt, parce qu'à l'époque, nous, quand on est arrivé, c'était une prison poulailler, il faut le savoir, parce que cette prison a été rasée entièrement et reconstruite à neuf. Voilà. Donc elle est toute neuve, la prison, et comme dans tous les établissements pénitentiaires, nous demandons justement à ce qu'il y ait une prime pour tous les agents qui ont œuvré et qui se sont lassés de toute cette construction on nous a fait bouffer de la poussière pendant 3 ans. Poussière, mais aussi conditions de travail jugées très pénibles par les manifestants. En effet, le collège situé proche de la maison d'arrêt représenterait également une gêne quotidienne pour les agents. Leo riba la prison, ribwa prison, lazima rina markia lazima ripare babu. Na hifadhi kaibo maana leo wanyatu pia rangusku hazizandisa mone papo to para leo. Wanyatu wengi wade hasibabu ya makemiaka harumwazi hazi makeme zi pusieri china nantorongo shimaore pusieri lijifu uri watu walikodi wa haujua bona wasi leo ramongalia kabuhifadhi mana wanatanda ulikodi wasuvuta zitu moni riparamba wasirilo moni babo karna ritfanya hazi beha usongefu leo rangura masubuhi director watu kajarpara abiri nanzi abale be karambia tongotoko yoti donc haheju abale mahadisi. Le directeur du centre pénitentiaire est pour sa part accusé d'avoir fait un doigt d'honneur aux manifestants vendredi dernier. Il aurait présenté ses excuses dans l'après-midi, mais les premières discussions n'ont débouché sur aucun accord. C'est un mouvement social, on ne peut pas parler de grève parce que notre statut ne nous le permet pas. Donc à partir de ce moment, nous, on dit, la base a dit qu'on continuait, donc nous on ne fait que suivre. On veut aller travailler, mais on nous empêche de rentrer.
Là, ce qu'on attend, c'est le dialogue social qui a été rompu vendredi par rapport au geste malheureux du directeur de la maison d'arrêt. Et aujourd'hui, on attend qu'au niveau national, qu'il y ait une réaction. La mobilisation risque d'être forte le 6 octobre prochain, puisque les agents ont annoncé leur participation au mouvement de protestation qui s'amorce. Un renfort de plus pour un mouvement qui, au vu du nombre de branches déjà concernées, pourrait bien se transformer en grève générale. Et mouvement de grève toujours, le SNIPP a déposé un préavis de grève pour le 6 octobre et l'UDFO vient d'entrer dans la danse. La révolution sociale semble véritablement s'organiser. Autre preuve s'il en est, la fonction publique territoriale s'est réunie aujourd'hui à l'appel de la CFDT. L'issue de la réunion de demain, dite clause de revoyure, ne laisse que peu d'illusions. Les agents territoriaux se sont donc réunis afin de dresser un état des lieux de leur situation et de se préparer à revendiquer leurs droits. Davantage de précisions avec Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Fred Soulaimana. Alors que la date de la commission consultative du travail extraordinaire a été annoncée par le préfet pour le 13 octobre prochain, les syndicats de la fonction publique peaufinent leur plateforme revendicative. De la revalorisation des carrières à l'application du Code du travail de droit commun, la secrétaire générale de la CFDT Interco a souhaité que tout soit mis sur la table dès aujourd'hui. Interpeller l'État et les départements, disons, de la situation de ces agents qui sont plus de 1000 dans une situation de précarité. Pourquoi précarité? Puisque beaucoup d'entre eux vont partir à la retraite amputés de 10 ans de cotisation sociale. Et certains d'entre eux se trouvent dans un corps transitoire ou corps propre. Et au moment de l'intégration, on le classe au premier échelon comme s'ils n'ont jamais travaillé. Le flou autour du passage de la fonction publique territoriale à la fonction publique d'État n'est pas nouveau à Mayotte. Ancienneté, retraite, statut, le malaise est de plus en plus criant. Situation yangu kaisi clair. Kaisi clair mana wasi de wantu tulavani rangia rangu 1975 rangia hazini jusqu'au jour d'aujourd'hui. Léo Karsitilwa Karsidijua ambara fonctionnaire aura tiangema barua tivelea tomba la kutsanja situation. Léo Resitilwa relofanya na stage betas dossier kila disa sparamba de las velea zasinye hamazefu kazisinwa Karsidijua tavandali ambanda havi aura havi. Léo va savani de jotulwa halma i fonction publique walwatulwa pia vojana mazawa ma ancien wasima zara kama ancien marche jolawa rjaringia vasazini wavo Karsidijua rahavi au rahavi. Nombreux sont les fonctionnaires mahorais à être concernés par ces problèmes qui influent fortement sur leur salaire et leur niveau de vie. Ça fait 20 ans que je travaille, 21 ans que je travaille d'ancienneté, mais l'ancienneté ne sont pas tenus en compte. Et non seulement l'ancienneté, mais ils prétendent de nous payer de l'indexation, mais l'indexation là, je ne crois pas que c'est calculé, c'est bien calculé, parce que quand nous ici on calcule, ça tombe pas juste comme eux qu'ils calculent. Et non seulement ça aussi, mais le salaire reste toujours le SMIC, même si tu es là, tu travailles dans 100 ans, tu es toujours payé le SMIC. Demain, la clause de revoyure sera discutée à Paris. Le secrétaire départemental de la CFDT, Ousseni Bala Hachi, est actuellement sur place pour l'occasion. Une réunion qui sera suivie avec beaucoup d'attention par des centaines de Mahorais, dont l'avenir se joue demain. Et condamné en première instance à 1 an de prison ferme pour enlèvement et séquestration, l'homme politique et entrepreneur Aritu Abdillah était sur notre plateau ce matin. C'est la première fois qu'il s'exprime dans les médias depuis sa condamnation. Il est ainsi revenu sur les faits et sur les conséquences de ses actes, à la fois pour lui, mais aussi pour le 101e département, où de plus en plus d'administrés envisagent aujourd'hui de se faire justice eux-mêmes. Plus d'explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci, Shakila Issouf et Leslie Vimné. 1 an de prison ferme,
Abdullah Hariti a décidé de sortir de son silence afin d'évoquer sa condamnation en première instance pour enlèvement et séquestration. Une décision de justice qu'il accepte mais ne comprend pas. Aujourd'hui, la justice considère que j'ai fauté, je l'admets, je reconnais, mais moi je trouve que la sanction est sévère. La sanction est sévère, je suis quelqu'un qui suis engagé dans le monde associatif depuis très longtemps. Je suis quelqu'un qui est engagé dans la vie publique, je suis un chef d'entreprise, je suis un père de famille. Je n'ai jamais eu de problème avec la justice, mis à part dans le cadre de mes activités professionnelles, mais ça arrive à tout le monde. Je n'ai pas de casier judiciaire et aujourd'hui me retrouver avec 1 an de prison ferme avec un casier judiciaire et toutes les conséquences que ça peut venir de part pour mon avenir, pour l'avenir de mes enfants, pour ma carrière professionnelle, pour ma carrière politique, je trouve que la sanction est sévère. Et quand on sait que tous les soirs, tous les jours, il y a des centaines de Maoris qui prennent les mêmes risques que moi en faisant des patrouilles, en essayant de sécuriser leurs biens, je me pose des questions sur l'utilité objective de faire le boulot qui n'est pas le nôtre. En effet, plusieurs dispositifs se mettent en place pour lutter contre la délinquance. Ainsi, le Conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte vient de proposer le dispositif voisin vigilant, avec des rondes assurées par 4 personnes de 22h à 4h du matin. Un rôle qui revient logiquement aux forces de l'ordre. Nous avons porté plainte. La première des choses qu'on a fait quand on était cambriolé, mon associé a été porté plainte. Et concrètement, les gendarmes nous ont dit, vous savez, les plaintes pour des vols de ce genre-là, on en a des centaines dans la journée. On ne fera rien. C'est ce qu'ils nous ont dit, on ne fera rien. Comment voulez-vous qu'on admette? C'était pas une télé, comme je le dis. Il y avait 3 ans de ma vie dans cet ordinateur. Il y avait à peu près pour 450 000 € de projet dans cet ordinateur. Comment voulez-vous que les gens acceptent? Comment voulez-vous qu'on accepte que du jour au lendemain, notre vie peut être foutue en l'air, comme ça, par un gamin de 14 ans parce qu'il croit que c'est un jeu. Et parce que surtout, il croit qu'il est protégé par la justice, parce qu'il est mineur. Ce n'est pas normal. C'est ce que je dis. Et je pense que ce que beaucoup de Maoris disent, et aujourd'hui, ils vont le dire autrement. Du côté de la population, la plupart des personnes interrogées souhaitent que l'État réagisse rapidement en assurant ses fonctions régaliennes et en trouvant des solutions pour éviter que de nombreux citoyens en viennent à se faire justice eux-mêmes. Widi una nguvu maore lazima serikali ingeze magendarme ni sécurité Kenya ingekuanzishwa. Mapolisi wangezewe municipali le paro hifadhi wa kazi. Sino ala ingine kila mtu atufanya haya mjivia. Na kama mtu unastaki serikali somba usira okipe ulazoma boa yabaki lazima mfanye yangu ya njivia basi. Mettre des structures à Mayotte et d'aider les jeunes à sortir dans la merde. Sinon, il y a beaucoup de jeunes, même s'ils ne veulent pas voler, mais ils sont obligés pour pouvoir manger ou survivre à leurs besoins. Même s'il est aujourd'hui abattu par cette décision, Abdullah Hariti se dit déterminé à se battre pour que les choses bougent. Je ne baisserai pas les bras parce que je suis chez moi. Moi, je suis condamné à vivre ici. Je ne suis pas condamné à vivre à Majicavo, je suis condamné à vivre à Mayotte. Et aujourd'hui, aucun Maori ne peut se satisfaire, ne peut se contenter de cette situation. On ne vit pas chez nous. On vit dans des prisons. On vit dans des maisons où on n'a même pas le droit de sortir. Vous imaginez, aujourd'hui, il est conseillé de mettre des barreaux aux fenêtres. Moi, j'ai fait des études de bâtiment. C'est déconseillé. Dès qu'il y a un feu, vous sortez d'où? Aujourd'hui, on est en train de nous faire des choses qui ne sont pas normales parce que certains, je le considère comme ça, certains ne se donnent pas les moyens pour que les Maoris soient en sécurité. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête. L'affaire n'en est là qu'à ses prémices, mais elle a le don de faire beaucoup réagir. Abdullah Hariti ne souhaite cependant pas devenir un élément déclencheur pour que la situation d'insécurité qui sévit sur le territoire cesse enfin. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de ce temps de parole à la fin de cette édition. Et nous ont rejoint entre-temps sur le plateau Maître Elad Chakrina, avocat à la Cour. Bonsoir. Bonsoir madame. Également avec nous Kamal, jeune de Kawini, responsable associatif et également membre du COSEM dont il était question dans ce reportage. Alors Maître Chakrina, samedi, une réunion s'est tenue avec le COSEM. Quel était l'objet de cette réunion? L'objectif consistait avant tout à présenter les actions du COSEM. En clair, nous essayons d'inciter des habitants de divers quartiers à mettre en place le dispositif appelé voisin vigilant. C'est un dispositif qui existe dans les pays anglo-saxons, ça veut dire surveillance de quartier. C'est un dispositif qui a été importé en France métropolitaine et qui avait contribué à la baisse de 40% de cambriolage. Désormais, on l'appelle aussi la participation citoyenne. Donc, c'était tout d'abord, comme je vous le disais, présenter les actions du COSEM, c'est-à-dire essayer d'organiser ce dispositif dans les divers quartiers de Mamoudzou, mais aussi dans d'autres communes de Mayotte. Mais aussi, pour Mayotte, évidemment, il y a une particularité dont il faut tenir compte, c'est cette insécurité grandissante que tout le monde subit, tout le monde connaît, et par conséquent, il nous paraît aussi indispensable dans ce dispositif de l'adapter, c'est-à-dire d'organiser des rondes de nuit, puisque ces rondes-là, en fait, étaient déjà organisées
du côté de Mtsapéré, mais c'était, on va dire, de manière c'était plus de manière informelle que formelle. C'est là un peu la raison pour laquelle, en fait, nous, on a essayé un peu de prendre en compte aussi des expériences passées et essayer de mettre en place, en tout cas, un dispositif qui permettrait, en fait, aux riverains de contrôler leur quartier. Je dis bien ici que c'est vraiment contrôlé, donc c'est de manière uniquement préventive. Ce n'est absolument pas une milice, il ne s'agit absolument pas de se faire justice soi-même, mais de contrôler uniquement les mauvais suspects dans des quartiers et être directement en liaison avec les forces de l'ordre. Alors Kamal, vous êtes membre du COSEM. Comment ça se passe alors concrètement, une action du COSEM? Quand vous allez en patrouille, qu'est-ce qui vous alerte? À partir de quel moment vous intervenez? Bon, dans un premier temps, je me présente, je suis Kamal Abdou. Je suis membre du COSEM, aussi membre actif du quartier. Donc en fait, c'est tout ce qui est pour l'instant, en fait, on a essayé de mettre en place tout ce qui est, c'est-à-dire information, c'est-à-dire rappeler les gens. Nous, on ne fait pas le travail de la police, bien sûr. Non, mais c'est juste d'informer, c'est-à-dire inciter les jeunes à venir rejoindre le groupe COSEM, c'est-à-dire pour partager, pour les dire ce que nous, on est en train de faire en ce moment. Parce que nous, on n'est pas là pour la place de personne, ça, il faut le comprendre. On est là pour donner un coup de main. C'est-à-dire, on passe, dire aux jeunes, il faut faire ceci. Et pourquoi pas essayer de les recadrer, ces jeunes-là, pour les inciter à venir. Parce que le but du COSEM, c'est quoi? C'est de créer des emplois, notamment au niveau du COSEM, c'est-à-dire, c'est ce que M. Elad vient de le dire, c'est-à-dire faire les tours, les rondes, c'est-à-dire, ces jeunes-là, on peut les embaucher notamment dans le milieu pour que eux, c'est-à-dire, ils voient un peu, vu qu'ils sont sur le terrain, ils savent bien comment ça se passe, comment gérer, comment régler ce problème. Parce que moi, je pense que ça ne sert à rien de se dire tout le temps, il faut embaucher des policiers. Non, mais le problème, il n'est pas là. Il faut se dire la vérité. Il faut ces jeunes-là qui sont à l'intérieur, ceux qui vivent ça, c'est eux-mêmes qu'il faut qu'ils se responsabilisent eux-mêmes pour lutter contre ce fléau. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment lamentable, on peut dire. Alors que se passe-t-il lorsqu'un jeune fait un acte de délinquance et que vous l'attrapez? Est-ce que vous réagissez ou alors votre réaction consiste en quoi? Appeler la police ou le recadrer? Nous, on est là en fait plus pour la prévention. On est là. Vous n'agissez pas? Non, mais nous, on n'est pas là pour se faire justice. Non, nous, c'est pas notre objectif. Nous, on est là, on agit, on est en train de le recadrer. Si on voit vraiment que ça ne se passe pas, là, on peut même carrément aller voir la famille pour discuter. Si dans ce cas-là, il n'y a toujours pas de solution, c'est là qu'on peut envisager aussi, parce que c'est des actes, ces actes-là, il faut les dénoncer. Il ne faut pas non plus, mais dans un premier temps, on est là à dire, voilà, à le prévenir, à aller voir, inciter aussi à voir la famille pour parler, pour échanger. Après, on voit si le jeune, ça n'arrive pas, il n'y a rien qui se passe. Après là, on peut aller dire, bon, messieurs, allez, maintenant, c'est avec les forces de l'ordre que vous allez vous expliquer. Mais après, avec les forces de l'ordre, un mineur de 14 ans, après, ça se passe comment? Il le ramène là-bas, il le lâche. Le gamin, il va recidiviser. Donc, là, il y a vraiment un problème, en fait, dans toutes les instances. Alors, Maître Chakrina, on voit que la frontière est étroite ici entre recadrer, prévenir. Et avant que les policiers arrivent, certains peuvent déraper. Vous n'avez pas peur que justement ce genre de conseil, de comité amène à des actes encore plus répréhensibles, comme on l'a vu dans le reportage, avec les conséquences qu'on le connaît? Non, écoutez, ce genre de débat a déjà eu lieu en France métropolitaine. Vous avez des détracteurs aussi de toutes sortes de dispositifs qui essaient de se mettre en place, ou ce genre de propos, des dérives, ou lorsqu'on parle aussi d'une traque à l'homme, on parle aussi de collaboration, de facho. Non, on est très loin de ce cas de figure, on est très très loin. Lorsque on met en place un tel dispositif, on essaie d'expliquer aux gens que le plus important, c'est avant tout de créer du lien social dans un quartier, de permettre en fait aux habitants de savoir exactement ce qui se passe dans leur quartier, de pouvoir les surveiller ce quartier, de pouvoir aussi immédiatement réagir lorsque on voit un mouvement suspect dans ce quartier. C'est-à-dire, la réaction dont on parle ici, c'est être un référent auprès des forces de l'ordre pour qu'ils puissent
intervenir avec beaucoup plus d'efficacité, mais il ne s'agit pas de pouvoir foncer dans le tas et de pouvoir se faire justice soi-même. Donc les questions de dérive, évidemment, vous aurez toujours des personnes qui seront peut-être par moments un peu plus dans un certain état survolté. Mais tout cela, il est très important de l'encadrer. Vous avez bien entendu tout à l'heure dans votre reportage, c'est que si maintenant on ne fait rien du tout parce qu'on sait très bien que les moyens manquent cruellement, ce n'est pas de la faute de la France précisément, mais vous savez que nous sommes dans un état de crise généralisée. L'Europe est en crise, la France n'a plus les moyens comme avant, et aujourd'hui on le voit bien que toutes les missions régaliennes de l'État reculent, que ce soit l'éducation, la santé ou bien la sécurité. Ce n'est pas la faute de l'État, c'est que nous n'avons plus les moyens. Et quand on n'a plus les moyens, on s'organise comme on peut. Donc s'organiser comme on peut, c'est avant tout essayer de mettre en place un dispositif qui va créer un élan de solidarité, des valeurs communes. C'est ce qu'on aussi on appelle un contrat moral entre les habitants et les forces de l'ordre. Merci beaucoup, Maître Elad Chakrina, avocat à la Cour. Merci également à vous, Kamal. Merci. Et on continue avec cette autre intervention dans la matinale ce matin, celle de Sarah Moussoun. Le Conseil d'État a récemment annulé les résultats des élections municipales de Dembéni. Une nouvelle élection partielle se tiendra le 18 octobre prochain. Et à cette occasion, Sarah Moussoun a décidé de repartir en campagne. L'ancienne conseillère départementale qui avait souhaité faire un break avec la politique est candidate au sein de la liste d'hiver gauche du maire sortant Sohaibou Hamada. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi s'expliquer sur la composition de cette liste. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, à Mayotte, on ne peut pas parler d'un parti politique fort. Même notre adversaire qui est à côté, vous aurez aussi des éléments qui viennent de la gauche. Oui. Donc, pour nous, ça n'a pas de sens, cette histoire d'étiquette politique. Le sens pour nous, c'est de faire en sorte que les électeurs aient un espoir sur ces élus avec des compétences, parce que pour Dembéni aujourd'hui, moi je parle aussi de compétences, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier avec cette communauté d'agglomération qui va être effective en janvier 2016 avec Mamoudou. Il y a besoin aujourd'hui de gens qui ont quand même des compétences, qui apportent leur savoir-faire, parce qu'il y a des gros projets qui sont en cours. Donc il faut que ce soit ensemble que nous les fassions. Je propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 28 septembre. C'est tout de suite avec l'actualité en Bresse et c'est présenté par Pierre Bellucci. Placée en liquidation judiciaire le 28 août dernier, l'association Aquamaï n'aura connu qu'un faible sursis. Le tribunal a tranché vendredi matin. Toute activité devra cesser le 1er novembre. Ce sursis devrait laisser un peu de temps supplémentaire à l'association pour écouler tous les alevins restants, ainsi que les ombrines tropicales dites géniteurs. Cela signera également le glas de cette espèce dans le lagon, ces dernières ayant été introduites sous dérogation. Deux alternatives subsistent aujourd'hui, le démantèlement de la filière aquacole ou une reprise par une autre structure. Le conseil départemental n'est pas intéressé et les magistrats ont rejeté la proposition d'Aquamater. Il est en effet difficilement probable pour un créancier débiteur d'envisager un tel rachat. Aquamaï semble donc condamner et avec elle l'ensemble de la filière aquacole mahoraise. Le nouveau centre de rétention administrative a ouvert en fin de semaine dernière. La lutte contre l'immigration ne marquant jamais de pause, les interpellations d'étrangers en situation irrégulière se sont donc poursuivies pendant que les effectifs apprenaient à connaître et maîtriser toutes les nouvelles technologies et procédures du nouveau CRA. Certains locataires ont profité de cette phase d'apprentissage pour tenter avec plus ou moins de bonheur de se faire la belle. Vendredi dernier, une personne placée en rétention en vue de sa reconduite à la frontière est parvenue à échapper à la vigilance des gardiens et du réseau de vidéosurveillance. Il a franchi l'enceinte grillagée pour prendre la poudre d'escampette et se retrouver libre comme l'air. En revanche, une seconde tentative d'évasion se sera soldée par un échec. Il serait cependant injuste de tirer la sonnette d'alarme trop vite en pointant du doigt les nouveaux effectifs de la police aux frontières et un CRA dont les systèmes de sécurité ne seraient pas efficaces. Le centre est en période de rodage et il peut s'avérer très compliqué de passer de la conduite d'une 2 chevaux à une Formule 1 en à peine quelques jours. L'audience opposant Mayotte Channel Gateway, gestionnaire du port de Longoni, au manutentionnaire Smart s'est déroulée vendredi au tribunal administratif. Bien que redouté, aucun heurt n'est à déplorer. Une vingtaine de salariés Smart a assisté au débat dans le calme. Le bras de fer entre les deux entreprises est engagé depuis plusieurs mois. Les discussions se sont donc articulées autour des missions d'exploitation et de gestion du port pour MCG, tandis que la Smart défendait son statut de manutentionnaire. Tous les arguments ont été exposés jusqu'à l'absence de mention faite quant à l'obligation de travailler avec Laconnier dans le cadre de la convention signée avec le conseil départemental.
2 entreprises de droit privé se sont donc confrontées au tribunal administratif, juridiction habilitée à traiter les affaires publiques. Le jugement a été mis en délibéré pour le 9 octobre prochain. Quant aux 2 adversaires, il leur a été demandé de trouver un terrain d'entente. Et ce week-end s'est tenu le trophée des champions de handball. Les 4 meilleures équipes féminines ainsi que les 4 meilleures équipes masculines se sont affrontées durant 2 jours. Team Koura l'a emporté chez les hommes, tandis que chez les dames, c'est Tingoni qui s'est imposé. Un tournoi, mais avant tout une fête qui a réuni un grand nombre de spectateurs dans la joie et la bonne humeur. Un reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Beaucoup d'ambiance pour cette 3e édition du trophée des championnats. Il fallait bien cela pour encourager les athlètes qui ont vaillamment mouillé leur maillot. Sous les directives de leur coach omniprésent, les filles du ASC Tingoni ont dû tout donner. Dans un premier temps, c'est la première partie, mais il faut que les filles puissent se remettre en confiance. Elles poussent, mais elles ne se mettent pas en confiance et du coup, elles perdent les ballons bêtement. Il y a eu un peu de relâchement vers la fin du match parce qu'elles se sont mis trop dans une situation de confort, parce qu'elles pensent le match gagné, mais elles ont su rattraper le coup très vite et tant mieux, félicitations pour mes filles. Maintenant, reste à se préparer pour le championnat qui fait partie de nos objectifs. Tingoni remporte le trophée féminin en battant Kombani 20-16 en finale. Portées par leurs supporters, les filles se sont transcendées. Du côté des garçons, les gardiens ont joué un rôle primordial. Notre équipe a su gérer le match depuis le début jusqu'à la fin. Et là, on a assuré gravement nos tirs. On a pu, sur cette équipe-là, on a su qu'il n'y avait que deux joueurs qui étaient tellement dangereux, il fallait les maîtriser. C'était le numéro 8 et le numéro 15, le soldat qu'on connaît tous. Donc il fallait les prendre à tout prix. Donc on a su les prendre en individuel et c'est ça qui leur a cassé. Et on a pu passer sur ces failles-là pour assurer ce match-là. Seuls les 4 premiers du championnat ont participé à ce tournoi. Les vainqueurs Team Koura pour les garçons et Tingoni chez les filles ont fait honneur au centre et au sud de l'île. Un week-end très intense pour ces handballeurs qui dominent bien souvent le championnat pour le plus grand bonheur de leurs supporters. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, retrouvez les nouvelles du temps pour la journée de demain. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Ariti Abdullah. Il était ce matin au micro de Patrick Blanc que vous retrouverez demain dans la matinale à 20h. Ne ratez pas votre rendez-vous sportif Casport. Prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.